7 minutes, c'est tout ce que ça a pris pour dévaliser le musée le plus célèbre du monde. Aujourd'hui, on décortique ce qui est sans doute l'un des castes les plus audacieux de l'histoire. La grande question, c'est comment est-ce possible? On ne parle pas d'un vol de nuit sophistiqué avec des lasers. Non, non, ça s'est passé en plein jour le 19 octobre 2025. C'est ça qui est complètement fou. 7 petites minutes. C'est à peine de temps de se faire un café. Mais pour ce commando de 4 voleurs, c'était tout ce dont ils avaient besoin pour entrer, voler et repartir du Louvre. Alors, voyons comment ils s'y sont pris. Parce que leur exécution, c'était vraiment une opération de précision quasi militaire. Tout était réglé comme une horloge. Le plan, il est d'une audace incroyable. Ça commence avec un simple camion nacelle. Ils le garent sur le quai, à contresens, en plein jour. De là, ils montent au balcon, sortent une meuleuse, percent une fenêtre. Une fois à l'intérieur, ils menacent les gardiens, fracassent les vitrines, et puis ils s'enfuient sur des scooters haute performance. Chaque étape était calculée à la seconde près. Mais même avec le meilleur plan du monde, il y a la pression du moment. Et dans leur hante, ils ont fait une erreur critique. Ils ont échappé la couronne de l'impératrice Eugénie. Elle a été retrouvée sur place endommagée. Ça prouve à quel point tout s'est joué rapidement. Bon, malgré cette gaffe, ils sont quand même partis avec un butin historique, mais c'est là que ça devient fascinant. La valeur même de ces bijoux a créé un problème complètement inattendu pour eux. On ne parle pas de n'importe quel bijou, là. Ce sont des pièces qui ont appartenu à des impératrices et à des reines de France. C'est bien plus que de l'or et des pierres précieuses, c'est une partie de l'histoire du pays qui s'est envolée. Et le chiffre officiel annoncé par le Louvre, tenez-vous bien, c'est 88 millions d'euros. C'est une somme qui donne le vertige. C'est astronomique. Et c'est là qu'on arrive au paradoxe du vol. Ces bijoux sont si célèbres, si reconnaissables, qu'ils sont pratiquement invendables tels quels. Sur le marché légal, on parle de plus de 50 millions. Mais sur le marché noir, personne n'en voudrait. Leur seule option, c'est de tout démanteler et de vendre les pierres une par une. Et là, la valeur tombe à environ 5 millions. Ils perdent plus de 90 % de la valeur. C'est fou. Mais le plus grand mystère, c'est pourquoi ils ont laissé derrière le joyau le plus précieux de tous, le diamant Régent, qui vaut à lui seul 60 millions de dollars. Eh bien, les experts croient que c'est justement parce qu'il est beaucoup, beaucoup trop célèbre. Le Régent est littéralement invendable, même en pièces détachées. Y toucher, c'était garanti de se faire prendre. Alors, on pourrait se dire qu'ils ont été chanceux. Mais en réalité, ce vol n'a rien à voir avec la chance. Il a été rendu possible par des années et des années de failles de sécurité et de problèmes systémiques au musée. Et le pire, c'est que le musée avait été prévenu. Un audit de sécurité mené 7 ans plus tôt avait prédit le scénario exact. Une attaque par le balcon de la galerie d'Apollon en utilisant potentiellement un camion nacelle. L'avertissement était là, noir sur blanc, mais il a été ignoré. Au niveau technologique, c'était une catastrophe. Pas de caméra moderne à l'extérieur, la seule caméra qui filmait près du balcon était mal orientée. Dans l'aile de nom, un tiers des salles n'avaient même pas de caméra. Et le comble du ridicule, on rapporte que le mot de passe du système de surveillance était « Louvre ». C'est presque une invitation. Et au-delà de la technologie, il y avait des problèmes humains profonds. Le personnel a été réduit de 15 % en 10 ans. Les employés avaient fait la grève quelques mois avant, justement, pour dénoncer le manque de personnel et les failles de sécurité. Et les nouvelles vitrines installées en 2020 étaient en fait moins sécuritaires que les anciennes. C'était la tempête parfaite. D'ailleurs, ces fameuses vitrines n'étaient pas conformes à la norme de sécurité la plus élevée. Cette norme exige une résistance de 15 minutes à une meuleuse d'angle. Les voleurs, eux, ont réussi à les percer en moins de 2 minutes. C'est une faille de sécurité majeure. Donc, on a un vol à l'exécution super professionnel. Par contre, la suite des événements, c'était tout le contraire. La planification après le crime était étonnamment amateur, et c'est ce qui a mené à leur arrestation très rapide. Ils ont laissé des preuves partout. C'est comme s'ils avaient semé des petits cailloux derrière eux. De l'ADN sur un gant, les meuleuses, un walkie-talkie. Les enquêteurs n'avaient qu'à suivre la piste. Et ça n'a vraiment pas traîné. Le vol a lieu le 19 octobre. Moins d'une semaine plus tard, les 2 premiers suspects sont arrêtés. À la fin du mois, il y a 5 autres arrestations. Et le 28 novembre, un peu plus d'un mois après les faits, tout le commando est sous les verrous. Et qui étaient ces voleurs? Des grands noms du crime? Pas vraiment. L'un d'entre eux était un récidiviste, mais aussi une espèce de vedette des réseaux sociaux, connu pour ses vidéos de cascade à moto. Ça casse un peu l'image du cerveau criminel, disons. Évidemment, un vol d'une telle ampleur, ça a provoqué une onde de choc énorme en France. Ça a déclenché une crise politique, des accusations dans tous les sens, et ça a forcé une douloureuse remise en question sur la protection du patrimoine national.
L'aveu de l'échec est venu de la direction même du Louvre. La présidente directrice a admis publiquement « La vidéosurveillance extérieure est notre faiblesse ». Elle a confirmé que la seule caméra sur place ne couvrait même pas le balcon en question. C'est un constat d'échec assez brutal. Et la facture pour cette prise de conscience? 80 millions d'euros. C'est le budget qui a été débloqué pour un nouveau plan de sécurité majeur, le plan Renaissance du Louvre. Et c'est là toute l'ironie. Une perte de 88 millions d'euros qui force une dépense de 80 millions pour réparer des failles qui auraient dû être corrigées bien avant. On a attendu la catastrophe pour réagir, au lieu d'agir en prévention. Ça soulève une question fondamentale sur le coût réel de la protection de notre héritage. Au final, le casse du Louvre pose une question qui nous dépasse tous. Si le musée le plus célèbre du monde n'est pas une forteresse imprenable, est-ce qu'un de nos trésors culturels est vraiment en sécurité quelque part? C'est un rappel assez dur que l'histoire est fragile et que sa protection est une course sans fin contre ceux qui ne la voient pas comme un trésor, mais bien comme une cible.